Ça vient de mes initiales, Miguel Ignacio López de Chuga. Voilà. Merci. Bonne continuation. Et merci à vous. Au revoir, bonne journée, merci. Et mon père est espagnol et ma mère est chilienne. Mais mon père était chilien d'adoption en fait. Il a vécu là-bas toute sa jeunesse, donc il parlait comme un chilien, il avait la culture chilienne. J'ai envie d'être édité sur papier, ouais. Envie de vivre de mon écriture et que du coup, c'est une nécessité pour moi d'écrire. Sinon je m'étiole, je suis pas bien. La rigueur, c'est de se lever à 8 h du mat, de manger et d'écrire. Et quand tu as arrêté d'écrire, d'aller te coucher. J'ai commencé à écrire vers 8-9 ans, des conneries. Je me suis pris un peu plus sérieusement à partir du collège, où j'ai commencé à écrire des chansons inspirées par les Beatles, où j'écrivais en anglais déjà. Un anglais très succinct, très pourri, mais en anglais. Et ensuite, quand je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à écrire des poèmes un peu plus travaillés, un peu plus chiadés, on va dire, même si c'était pas... Enfin, quand je les relis maintenant, je rigole, quoi. Mais il y a des survivances, hein, il y a des trucs... T'as vu la référence? Ouais, il y a des trucs que j'ai repris, il y a des chansons qui existent, avec Warth ou avec Bérénice Bang Bang, qui datent de l'époque. Des trucs en anglais, essentiellement. Et j'ai commencé à écrire des nouvelles, vers 16-17 ans, à peu près. Des trucs... très style 19e, à la Edgar Poe, à la Lovecraft, avec des phrases à rallonge, ou alors avec un côté Stephen King, vraiment le truc qui éclate dans le sang, bien dégueu, bien très bon enfant en fait. Et après, comme donc sous l'influence de mon père, j'ai découvert Borges et des auteurs latino-américains. Et du coup, je me suis mis à écrire un peu dans ce style-là, un peu précieux, un peu mystérieux, un peu ce qu'on appelle le réalisme magique, où le quotidien se révèle fantastique. Entre 23
23 et 25 ans. C'est là où j'ai vraiment essayé. J'ai écrit un roman policier, trafiquant de hashish qui cherche le Graal, qui enquête sur la mort d'un pompier qui s'appelle Balthazar Turbigo et il cherche le Graal. Et en fait, après, j'ai totalement arrêté d'écrire à la mort de mon père. Et j'ai recommencé grâce à La Zone. Donc ce site internet que nous connaissons bien, voué à la subversion. En même temps, moi, ce que j'écris maintenant n'y conviendrait peut-être pas. La Zone, donc, c'est un site que je recommande à toutes les personnes aimant la littérature en général et la littérature, disons, alternative au sens très large du terme. C'est-à-dire qui ne correspond pas au carcan habituel, qui n'a pas peur de faire des fautes, de dire de grosses conneries et de chercher un peu que ce soit dans le cliché ou dans l'anti-cliché, puisque dans la zone on retrouve toutes sortes d'auteurs tels que Blox le Chouette, Nil, Narak, Lapin Chien, donc qui ont tous leur intérêt et leur originalité, même si c'est pas toujours maîtrisé, mais parce qu'il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas un mec derrière qui fait « ouais, non, c'est mal écrit ». Les textes en soi sont extrêmement originaux. Voilà. Il y a une originalité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je pense que j'ai beaucoup appris en me faisant démolir la gueule sur La Zone, ce qui m'a redonné envie d'écrire en fait. Et de vraiment de fouiller aussi un nouveau style un peu différent de ce que j'avais fait avant, d'être justement moins précieux. Et en fait, ça aussi, ça m'a aidé à épurer le style, à aller vers quelque chose d'un peu plus incisif. Et puis le fait, effectivement, d'en prendre plein la gueule par moment. Lors de mes pérégrinations à Paris, j'ai rencontré un gars qui a le bras long et qui connaît des gens dans l'édition et qui a été soufflé par ma prose. Alors ça m'a complètement estomaqué. J'allais demander du boulot. Je lui ai dit ouais, j'écris pas trop mal. Peut-être si je cherche des travaux de rédaction, des trucs un peu à la con, quoi. Il me dit ouais, donnez-moi un CV littéraire. Alors, je ne sais pas ce que c'est un CV littéraire. Il me dit bah, c'est simple, en 5 pages, vous me racontez votre vie, votre parcours. Voilà. Jean-Loup Calazel. Ce mec m'a redonné envie d'écrire. Il m'a dit, il a été dithyrambique. Et du coup, en fait, il m'a demandé de lui donner des trucs que j'avais écrits. Donc j'ai mis 1 an à concocter un recueil de nouvelles en piochant dans tout ce que j'avais fait avant, en écrivant 2-3 trucs en plus, en réécrivant tout surtout. Et ça s'appelle Matamorse et Villebrequin. Dedans, il y a plein de textes que j'ai publiés sur le site de La Zone d'ailleurs. Je me souviens que, parce que j'ai quand même participé à Squeeze aussi au début, donc Renaud, qui est un ami, on ne se voit pas beaucoup, mais c'est un ami, et on s'est vraiment rencontrés au début de Squeeze, on a décidé de faire ça ensemble. On suivait quand même beaucoup son idée, c'était son bébé quand même, mais moi j'étais dans la partie choix des auteurs, réponse aux auteurs. Puis j'en ai eu marre au bout d'un moment pour des raisons personnelles. Hein. Ça me prenait beaucoup de temps, ça me prenait beaucoup d'énergie. Et puis aussi parce que j'étais pas tout à fait d'accord avec la ligne éditoriale de Squeeze. Enfin, en gros, je publiais des textes qui me plaisaient pas. Ce que j'avais retenu quand même de Squeeze, c'est que Renaud, à un moment, m'avait dit « mais tu as une facilité d'écriture qui est impressionnante ». Puisqu'il m'arrivait, il me disait « bon, il me faut un texte pour demain, pour ça ». Et je lui écrivais, je lui envoyais, et il me disait, bon, ouais, il retravaillait des trucs dessus, c'était pas nickel chrome, mais c'était écrit.
Et un jour, il m'a dit, toi, une fois que tu auras trouvé le truc que tu as vraiment envie d'écrire, tu vas tout exploser. Et je crois que j'ai trouvé le truc que j'ai vraiment envie d'écrire. People, let me tell you about... Je me suis retrouvé par hasard à Bécourt, un hameau qui se situe dans l'Aveyron à 20 bornes de Millau et à 10 bornes de Sévrac-le-Château. C'est un hameau qui a été acheté par les Éclés, ils ont passé 30 ans à le rénover et maintenant c'est un truc qui sert pour les vacances, les scouts vont y camper, les Éclés vont y camper. Alors d'abord j'ai passé un été en intégrant ce qu'on appelle l'EDA, c'est-à-dire l'équipe de bénévoles qui s'occupe du hameau de Bécourt pendant qu'il y a des camps scouts. Confession d'un blaireau, en fait, c'est parti d'une série de textes que j'avais écrits en 2007, 2008, je sais plus, où je racontais des trucs qui venaient de m'arriver, que je trouvais qu'il fallait que je lâche. Ça traînait dans mes archives. Et à Bécourt, à un moment, j'ai ressorti ça, j'ai lu ça. Je me suis dit, tiens, je vais en faire d'autres pour voir. Et au fur et à mesure, ces nouvelles sont devenues des chapitres d'un roman qui raconte l'histoire d'un mec qui vit ma vie. Et qui n'est pas tout à fait moi, et qui est vraiment quelqu'un qui en a rien à foutre de rien, et c'est le blaireau, c'est le narrateur. Pour en revenir à la discipline dont tu parlais, c'est là que j'ai pris l'habitude d'écrire toute la journée. Et le matin, je m'asseyais, des fois je ne savais pas ce que j'allais écrire, et je me disais, aujourd'hui, il faut que je fasse 20 pages. Et je faisais mes 20 pages. C'est un méta-roman surtout. C'est un roman qui dit qu'il est un roman et qui montre les ficelles de l'écriture du roman. Quand je me suis installé à Bécourt pour l'année, c'est-à-dire que je suis retourné le 15 septembre, je suis arrivé ce jour-là à Bécourt, c'était vide, j'étais tout seul. Et j'ai contemplé la désolation de Bécourt, je me suis dit putain, je suis là tout seul, jusqu'en juin. Waouh. J'ai entamé le journal de Bécourt et je l'ai mis sur internet, sur Facebook. Et c'est là en fait qu'on peut considérer qu'on entre dans le méta-roman. C'est-à-dire que le journal de Bécourt, c'est le making-of des Confessions d'un blaireau. On met en scène l'acte d'écrire. La première catégorie, évidemment, c'est ce qui correspond au récit global de l'autobiographie fictive, puisque c'est quand même romancé, c'est exagéré, c'est retourné, analysé. Enfin. Mais en gros, voilà, de la fiction, sous forme de nouvelles, qui sont devenues des chapitres. Ça, c'est le corpus général. Ensuite, il y a le journal intime, donc le faux journal intime en l'occurrence. C'est un exercice littéraire qui m'a paru très intéressant au point de vue interaction avec les gens, puisque ça crée une forme d'émulation. Quand je me postais un article comme ça sur Facebook, les amis qui voulaient avoir de mes nouvelles le lisaient, ils mettaient j'aime, ils mettaient un petit commentaire. Et moi, tout simplement, tout seul dans ma cambrousse, j'étais content. Après, il y a donc Le Cri de la Ch'touille. C'est une série de textes qui se présentent comme des chroniques, qui seront peut-être un jour des chroniques radio. Un polémiste à la petite semaine, un mec qui a juste envie de lâcher son fiel. Donc l'idée, c'est de prendre une cible aléatoire, quelle qu'elle soit. Et il se trouve que parfois, c'est constructif, mais pas toujours. Le narrateur est énervé, il y a un cri de la ch'touille qui arrive. Une autre catégorie, c'est ce que j'appelle les lieux communs. Donc ça, c'est de la prose poétique. Un peu orienté vers un ton un peu donneur de leçons. Tu prends une phrase qui t'a marqué parce que tout le monde te l'a répété sans arrêt à un moment donné. À Dieppe, il y avait « Je ne regrette rien ».
Tout le monde me saoule avec cette phrase. Ouais, moi je regrette rien, j'aurais tout fait pareil. Eh ben, t'aurais raté plein de choses pareilles. Voilà. Regrette un peu, quoi, apprends. Donc les lieux communs, là, c'est aussi parce que de toute façon, l'histoire des Confessions d'un blaireau, c'est l'histoire d'une renaissance d'un mec qui se perd et qui se retrouve. Toutes les saloperies qu'il a subies ou qu'il a commises. Et comment il se perd dedans, comment il se cherche dedans, comment il arrive à se trouver enfin, à revenir changer. Évidemment, les lieux communs sont les étapes de sa reconstruction. Alors, les dialogues avec ma muse, c'est des scénettes théâtrales où je mets en scène un auteur aux prises avec son écriture et avec sa muse. Donc une jolie jouvencelle qui lui apparaît et qui lui donne des conseils. La muse dans les dialogues avec ma muse, c'est toujours la même. Et par contre, voilà, de temps en temps, il y a des prises de bec entre l'auteur et sa muse. Donc elle en a marre, elle se barre. Il y a une muse stagiaire qui arrive, sauf qu'elle ne bite rien à la littérature. Et donc ça, c'est des progressions dialoguées, donc du théâtre. En fait. Oui, alors c'est pas une partie, mais j'ai des intermèdes où c'est des textes en prose poétique qui viennent illustrer. Ils sont assez courts, c'est une demi-page, un quart de page. C'est juste une introduction ou une conclusion de partie. Par exemple, l'histoire de Je ne regrette rien, faut ce qu'il faut, tous ces trucs-là où je renverse tout et ça devient de l'anti-rock'n'roll, quoi. Tu sais, le rock'n'roll, c'est dire ah, moi je m'en fous, je regrette rien, j'ai une vie de fou, j'ai fait plein de conneries, je les assume toutes. Alors les gens qui disent ça en général, ils n'assument rien. Je considère que c'est bien de rentrer dans l'art, c'est bien de souffler, c'est bien de bosser. Je sais pas si c'est une vision décalée. C'est bien la provocation. Ça permet de faire passer des choses totalement ineptes pour des concepts super intelligents. Et les gens tombent dans le panneau. Non, c'est pas romanesque, c'est la vie. La vie, c'est aussi d'accepter de se faire bousculer sans rien dire, ou justement de refuser de se faire bousculer sans rien dire. C'est une forme d'héroïsme dans les deux cas. La répartie, tu penses que c'est surfait? Moi, je pense pas que ce soit surfait, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, c'est nécessaire à mon fonctionnement. J'ai besoin de sentir que je suis quelqu'un qui a de la répartie. Ça fait partie de mes fragilités comblées. Pendant très longtemps, je me suis rêvé chanteur, et musicien, artiste. Mais la performance scénique, en fait, c'est quelle qu'elle soit, il y a un effet cathartique qui fait que je me lâche physiquement. Alors que quand j'écris, je ne me lâche pas physiquement, c'est autre chose. Il y a un moment où ça va me saouler, de chanter, de faire le con, et même de lire. Non, ça me gonfle. Moi, j'aime pas voir des textes, j'aime pas aller voir des gens lire et tout. Mais en fait, l'argument est très simple. Vraiment, attention, accroche-toi, j'ai été payé. Point. Moi, ça me gonfle, j'aime la littérature quand elle est lue. J'aime la voix intérieure qui me poursuit pendant des jours et des jours. Tu sais qu'à la fin de chaque concert, je dis « Nous sommes ravis d'avoir travaillé pour vous ce soir ». C'est hyper important de dire aux gens, ce qu'on fait là, c'est pas que du plaisir, c'est aussi du travail. C'est très très important. Les gens l'oublient ça.